Bonjour à tous. Donc Jules Capelier, je suis président de l'association et très heureux de vous retrouver pour ce webinaire. Donc vous verrez autour de moi un certain nombre de collègues et qui interviendront. Le docteur Rabier qui va participer aussi aux échanges et qui va modérer cette session avec le professeur Pierre-Emmanuel Charles de Dijon. Et donc grâce au soutien de l'ARS, sur un sujet qui nous a semblé important et quelque part plus que d'actualité, voire préoccupant, nous avons eu la possibilité d'organiser ce webinaire pour vous présenter l'infection à streptocoque avec différentes modalités, la version hospitalière de l'infection, la conduite à tenir en préhospitalier, et puis surtout des données épidémiologiques en région Franche-Comté. Donc l'enjeu pour nous, c'est de tenir dans l'heure qui vient l'ensemble de ces présentations. Elles vont donc se dérouler les unes après les autres. Vous n'aurez pas la possibilité de nous poser des questions, mais vous pouvez bien sûr utiliser le chat. Et puis on reviendra après sur les aspects pratiques, sur les questions qui se posent dans le dernier quart d'heure, de façon à là aussi apporter les précisions que vous auriez besoin les uns les autres. On est parti. On va pouvoir donc donner la parole à la première intervention de l'ARS avec un point épidémiologique régional avec les intervenants, Madame Terrien, Madame Tessier et le docteur Spasowski. Donc, si vous voulez bien prendre la main et nous présenter les données épidémiologiques. Donc, c'est moi qui... Vous m'entendez ou pas du coup? Ça y est. Oui, bonjour. Donc, je me présente, donc Élodie Terrien, je suis épidémiologiste à Santé publique France, au niveau de Santé publique France Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, je vais vous parler un petit peu des données épidémiologiques qu'on collecte sur les infections invasives et non invasives à streptocoque du groupe A. Donc, au niveau national, la surveillance microbiologique des streptocoques du groupe A est assurée par le Centre national de référence, donc, qui est le laboratoire de bactériologie de l'hôpital Cochin à Paris. Donc là, sur la slide, vous avez de représenter donc, les données du CNR, donc le nombre de souches invasives de streptocoques du groupe A reçues par le CNR, donc chez les enfants donc en couleur violette et chez les adultes en couleur vert foncé, et le total donc des souches adultes et enfants donc en bleu par année depuis 2017 jusqu'au 25 janvier 2023. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de souches d'infections invasives et particulièrement des souches pédiatriques par rapport aux années antérieures. Le CNR ne constate en revanche pas de génotype émergent, mais plutôt une augmentation de la fréquence du génotype M1, qui est un génotype déjà connu. Cependant, donc je tiens quand même à vous préciser que par rapport à ces données, il y a quand même un biais de recrutement, puisque à la suite de l'alerte et des messages de la DGS début décembre, qui a demandé l'envoi systématique des souches, cela a forcément augmenté de façon relativement importante les souches qui ont été collectées pour fin 2022 notamment. Donc, fin novembre 2022, justement, des cliniciens et des réanimateurs pédiatriques ont alerté Santé publique France et les ARS également d'un nombre de cas pédiatriques d'infections invasives plus important qu'habituellement observés dans leurs services respectifs. Ces infections sont survenues dans plusieurs régions de France, notamment en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine. Et ces infections survenaient principalement chez les enfants de moins de 10 ans. Il a donc été décidé, en plus de la surveillance mise en place au niveau national par le CNR, de renforcer cette surveillance par une surveillance dans les services de réanimation pédiatrique. Donc, cette surveillance a débuté en semaine 49 de 2022 et avait pour objectif de quantifier et décrire les cas graves et les décès d'infections invasives pédiatriques, donc chez les moins de 18 ans, qui étaient hospitalisés, et d'identifier notamment certains déterminants d'infections invasives graves. Donc, la définition de cas était une infection invasive communautaire documentée à streptocoque A ou la survenue d'un syndrome de choc toxique streptococcique
chez un enfant de moins de 18 ans qui était hospitalisé dans un service de réanimation infantile. Donc là, sur le graphique, vous avez les données arrêtées au 29 janvier du nombre de cas déclarés via cette surveillance-là. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation qui s'est faite de façon progressive des cas jusqu'en semaine 49, avec une stabilisation au cours des semaines 50 et 51 de 2022 et une tendance à la baisse à partir de la semaine 52, en sachant que les données de la semaine 3 et 4 n'étaient pas encore consolidées au 29 janvier. Donc, au total, il y avait 121 cas d'enfants déclarés au 29 janvier, avec un sexe ratio de hommes-femmes de 1,7, un âge médian de 3 ans, une létalité d'environ 9%, donc avec 11 décès signalés sur les 121 cas. Et donc, du coup, environ 55% des cas déclarés avaient mention d'une infection virale dans les 15 jours précédant l'infection invasive. Et donc, lorsque le type d'infection était précisé, il s'agissait le plus souvent de la grippe dans un quart des cas, et sinon du VRS dans environ 19% des cas. Donc voilà un petit peu au niveau national, en sachant que là, je ne vous ai pas présenté les données du réseau EpiBac que vous devez connaître, donc qui est un réseau de laboratoires hospitaliers volontaires qui surveille les infections invasives d'origine bactérienne depuis 1987 et dont nombre de labos dans la région font partie, donc, notamment les laboratoires de Dijon, de Besançon, de Dole, de Belfort, de Chalon-sur-Saône, d'Auxerre et de Nevers. En sachant que ces données vont être publiées pour l'année 2022 dans les prochaines semaines sur le site de Santé publique France. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une nette augmentation des infections invasives qui a été repérée depuis octobre 2022 et particulièrement chez les enfants de moins de 18 ans également via cette source de données-là. Là, cette fois-ci, on va parler rapidement du niveau régional, donc en Bourgogne-Franche-Comté, et du versant des infections non invasives et particulièrement de la scarlatine que l'on peut surveiller à travers les données que nous collectons, donc nous, Santé publique France, au niveau régional, donc via les 4 associations SOS Médecins que nous avons dans notre région. Donc, si on regarde le nombre de consultations pour scarlatine chez les enfants de moins de 15 ans, on voit qu'il y a on met en évidence une augmentation de ces consultations depuis le mois de septembre. Et si on regarde par rapport aux années précédentes et notamment aux années 2018 et 2019, qui étaient des années avant Covid, on voit qu'on a des niveaux un petit peu plus élevés qu'avant Covid. En sachant que les données Covid, donc 2020-2021, nous les avons mis en pointillé. Il ne faut pas forcément comparer à ces années-là puisqu'il y avait des mesures barrières mises en place. Mais on voit qu'on est à des niveaux un petit peu plus élevés. Et ça se constate également sur les données que l'on collecte aussi également via les hôpitaux de la région. Si on regarde le nombre de passages aux urgences, donc c'est le graphique ci-dessous, on voit qu'il y a également une augmentation des passages aux urgences pour scarlatine chez les enfants de moins de 15 ans depuis septembre 2022, avec des niveaux un petit peu plus élevés qu'en 2018 et 2019. Donc, je vais passer la parole au docteur Spakowski de l'Agence régionale de santé qui va compléter l'épidémiologie versant régional. Alors oui, effectivement, moi je suis le docteur Spakowski de l'Agence régionale de santé, donc en charge de la gestion des alertes infectieuses à potentiel épidémique en population et notamment en collectivité. Donc là, nous souhaitions vous faire un petit topo sur les signaux d'infection invasive à streptocoque pyogène reçus à l'Agence régionale de santé sur la dernière saison hivernale, donc sur la période du 1er novembre 2022 au 15 mars 2023. Alors, sur cette période, sont comptabilisés donc à l'Agence régionale de santé 49 signaux d'infection invasive à streptocoque du groupe A répartis dans toutes les classes d'âge avec une majorité de cas pédiatriques, donc sans surprise par rapport à ce qu'a dit Élodie juste avant, et aussi de la classe d'âge des personnes âgées de plus de 65 ans. Donc, ces 2 tranches d'âge, pédiatriques et plus de 65 ans, représentent 63% des signaux qu'on a reçus sur cette saison hivernale.
et du fait du nombre élevé de cas pédiatriques, on a une moyenne d'âge qui est relativement jeune, portée à 40 ans. La majorité de ces cas d'infection invasive déclarés sont domiciliés dans les départements du Doubs, de Côte-d'Or et dans une moindre mesure dans le département du Jura et du territoire de Belfort. Alors, on verra dans la diapositive suivante qu'en réalité, cette répartition est étroitement liée en fait aux établissements déclarants. Et voilà, à titre informatif, en comparaison par rapport aux saisons hivernales précédentes, donc sur la période du 1er novembre 2020 au 1er novembre 2022, l'ARS avait été destinataire uniquement de 6 cas d'infection invasive à streptocoque du groupe A, dont aucune en 2020, mais biaisée du fait du Covid, et seulement un cas en 2021. Donc, on observe bien en région une recrudescence, en effet, des cas d'infection invasive à partir de 2022, et notamment sur la fin d'année 2022, comme évoqué précédemment. Les services d'hospitalisation concernés par la prise en charge de ces cas d'infection invasive sont essentiellement les services de réanimation, soins intensifs, donc que ce soit adultes, pédiatriques ou néonatales, les services de pédiatrie, naturellement, et les services de médecine, donc cardiologie, pneumologie, maladies infectieuses, essentiellement. L'évolution observée pour ces cas d'infection invasive, elle est fatale dans approximativement 12% des cas, et la moyenne d'âge des patients décédés est de 69 ans, avec une médiane à 64 ans. Le cas décédé le plus jeune avait 54 ans. Alors, les établissements déclarants, donc, pour notre région, se situent majoritairement dans le Doubs, la Côte d'Or et le territoire de Belfort. En effet, les signaux qu'on a reçus pour une très grosse partie, 86% des cas déclarés, émanent en réalité des 2 CHU et de l'hôpital Nord-Franche-Comté. Alors, pour rappel, les cas d'infection invasive à streptocoque pyogène ne sont pas soumis à déclaration obligatoire, et donc nous, à notre niveau, on n'a pas nécessairement l'exhaustivité des cas en région. Certains établissements, voire même départements entiers, n'ont rien déclaré sur la dernière saison hivernale. C'est le cas notamment de la Haute-Saône et de Lyon. On n'a pas eu de signaux sur cette saison hivernale, et concernant la Saône-et-Loire, on a eu un seul cas signalé par le CH de Monceau, pas de signalement des CH de Châlons et de Mâcon. Voilà, et en ce qui concerne la Côte d'Or, c'est le département qui est le plus déclarant, avec 3 établissements qui ont fait remonter des cas d'infection invasive à l'ARS, donc le CHU, le Centre Leclerc et le Centre hospitalier de Saulieu. Voilà pour ce qui était du point épidémio-régional. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces données qui sont particulièrement intéressantes et qui positionnent bien le problème, et vous avez soulevé les formes hospitalières, et donc je laisse la parole au docteur Jean-Christophe Navelou, qui est praticien hospitalier en réanimation médicale au CHU de Besançon, pour l'intervention suivante. Jean-Christophe. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter à partir de 2 cas cliniques les formes invasives que l'on a pu observer dans notre service. Vous savez, quand on distingue au sein des infections streptoa les formes non invasives, qui sont heureusement les plus fréquentes, des formes invasives qui nous concernent, nous, à l'hôpital. Et si on est ici pour en parler aujourd'hui, c'est que on a constaté en l'espace d'1 mois 5 patients documentés à streptoa qui ont présenté différentes formes cliniques d'infection invasive, type fascite, pleuropneumopathie, et pour les 5, on est également en état de choc. Il n'y a pas de prédominance féminin-masculin, et c'est surtout des personnes jeunes, 43 ans de moyenne d'âge, 14 ans pour le plus jeune, 70 ans pour le plus âgé, avec particularité qui peut peut-être expliquer la physiopathologie et l'augmentation des cas, c'est que 3 d'entre eux étaient co-affectés à grippe B, et malheureusement un décès d'une femme de 28 ans. Donc, le premier cas clinique, ça concerne un jeune homme de 14 ans qui a vraiment aucun antécédent jusque-là, qui est en voyage scolaire en Espagne et qui, durant ce voyage scolaire, présente des signes cliniques type diarrhée, associés à un syndrome grippal. Et puis, au retour de son voyage, il consulte son médecin traitant qui, entre autres, prescrit des AINS. Et puis,
quelques jours, 2 jours plus tard, des signes d'aggravation sous forme d'hypoxie au cabinet médical, SPO2 à 91%, et donc une hospitalisation en pédiatrie où là est constatée une fièvre associée à des signes respiratoires, un état de choc, une érythrodermie qui impose rapidement l'hospitalisation en réanimation avec cette image radiologique à la prise en charge, et puis l'hospitalisation en réa par la suite dans les heures qui suivent avec un début de traitement par augmentin d'alacine, et puis une aggravation sous forme de défaillance multiviscérale avec une fièvre, une atteinte cardiaque qui s'y associe, une atteinte pénale. Bref, la défaillance multiviscérale, comme on a peur des fois d'en constater. Donc il y a une urgence qui motive l'hospitalisation en réa avec à l'entrée en réa une nouvelle radio qui montre l'aggravation de la pneumopathie, donc qui est une pneumopathie avec rapidement un diagnostic de grippe B qui survient sur le prélèvement réalisé en PCR, et puis les hémocultures rapidement positives à Streptoa qui font le diagnostic. En réanimation, il est donc monitoré, les amines vasopressives à des taux quand même très élevés. Ventilation mécanique puisqu'il est intubé sur cette aggravation et ce SDRA sur pleuropneumopathie. Et puis, modification de l'antibiothérapie, bon, c'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais on pourra en discuter après si vous voulez. Et heureusement, en 48 heures, une amélioration globale qui va permettre progressivement de le sevrer en drogue et notamment en vitamines. Drainage de cette pleurésie, on a drainé à peu près 1 litre. Et puis, je sais pas si vous voyez très bien, mais il y a quand même un drain posé en pleural à gauche avec une amélioration de l'imagerie. Et puis un scanner qui est réalisé dans la foulée qui montre cet aspect de bloc de condensation et puis l'atteinte bilatérale pulmonaire. Voilà, donc heureusement, il s'améliore relativement rapidement avec une extubation à J6 de son hospitalisation et puis une sortie, on va dire, en conventionnel 1 semaine plus tard en service conventionnel de pédiatrie. Donc, juste pour faire une synthèse de ce cas-là, ce qui paraît important et particulier à ce cas clinique, c'est l'aspect choc toxinique, qui a un diagnostic clinique qui est assez particulier au streptocoque, mais aussi au staphylocoque, et qui réunit un certain nombre d'éléments essentiellement cliniques pour faire le diagnostic, parce que ça associe une atteinte cutanée à un état de choc, et puis une défaillance multiviscérale, comme on l'a vu chez notre patient, avec des atteintes rénales, pulmonaires, hémodynamiques, CIVD, même, vous avez vu, peut-être que les globules blancs étaient à 900, donc on a une atteinte modulaire. Et puis des signes digestifs qui sont assez classiques dans de ce diagnostic de choc toxinique. Et ça impose donc à l'antibiothérapie probabiliste initiale à y associer des antitoxiniques. On en a 2 reconnus comme antitoxiniques, qui sont la clindamycine et le linezolid, donc l'alacine ou l'isoxine. Donc à vous de choisir selon vos habitudes. Et puis se discutent les immunoglobulines qui sont pas consensuelles dans ce diagnostic, parce que les conférences de consensus ne les recommandent pas, mais c'est une possibilité en cas de persistance de l'aggravation. La deuxième particularité de ce cas, c'est la co-infection, parce que c'est assez classique et c'est dans les grippes. Dans les grippes, on a souvent des co-infections bactériennes associées dans au moins 30% des cas, avec donc des germes fréquemment rencontrés, c'est le staphylocoque, le pneumocoque, et aussi le staphylocoque. Et que sur toute grippe grave hospitalisée en réanimation, on y associe facilement des antibiotiques qui ciblent ces bactéries. Et puis un message clé également qu'on voulait faire passer, c'est qu'il faut absolument éviter les AINS devant toute suspicion infectieuse, d'ailleurs quelle qu'elle soit, puisque données in vitro montrent bien l'absence, déjà la non-indication, et les données in vitro montrent bien la diminution de l'efficacité des antibiotiques sur les AINS, l'immunomodulation que ça peut avoir sur les polynucléaires, notamment les macrophages, et que donc il n'est pas recommandé d'utiliser les AINS dans les infections en général.
Le deuxième cas clinique, là aussi caricatural, concerne une dame de 72 ans qui là aussi n'a pas d'antécédents, comme la plupart des cas qu'on a pu constater en dehors de patients. Et donc ça commence début février par une plaie du bord externe du pied gauche. Je vous montrerai des images par la suite, avec un œdème, une échymose, et puis surtout une progression en 3 jours de la lésion avec une extension au mollet. Surtout, c'est extrêmement algique. Avec à J3, du coup, la consultation auprès de son médecin traitant qui constate là aussi une fièvre, des diarrhées, et puis ça passe pas. Et donc, il la transfère, enfin, il l'envoie aux urgences à Dole, où on a également constaté l'extrême douleur de la jambe gauche de la patiente, avec l'hypothèse de fasciite évoquée déjà sur l'aspect lésionnel, et puis le début d'une antibiothérapie par augmentin dans ces circonstances, et puis l'extension de la lésion et le doute sur la fasciite fait le transfert immédiatement, directement, on va dire, le lendemain en réanimation, sur surtout l'aggravation clinique avec l'apparition d'un état de choc, une détresse respiratoire, d'une insuffisance rénale, et puis l'aspect clinique assez évocateur de fasciite, puisque là, au niveau de la flèche rouge, vous pouvez voir ce qui est considéré comme la porte d'entrée de l'infection, avec un œdème, une cyanose de la jambe, et puis on voit sur la photo de droite une extension à la face antérieure de la jambe, et puis notre vue du dessus. Et puis surtout, ce qui est extrêmement important dans ces situations, c'est qu'il faut bien examiner toute la jambe, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir de la peau saine à mi-cuisse, mais en haut de la cuisse, on voit une nouvelle lésion. Donc c'est des fusées infectieuses qui passent en derme et hypoderme, et donc qui peuvent passer inaperçues. Donc il faut bien examiner toute la jambe, et puis avec un aspect un peu de marbrure autour. C'est vraiment la gravité et l'urgence de prise en charge qui va être médico-chirurgicale. Là aussi, vu l'extension à la racine de la cuisse, il y a une modification d'antibiothérapie, l'ajout d'un antitoxinique, on en a parlé tout à l'heure, sur l'aspect clinique et de la défaillance multiviscérale. Et donc, la prise en charge en réanimation avec l'intubation devant la détresse et puis l'état de choc, et puis insuffisance rénale dialyse. Donc, c'est assez habituel, on va dire, comme prise en charge dans ces situations. Un scanner a été réalisé puisqu'on avait une extension, il y avait ces notions de diarrhée, il y avait une extension à la racine de la cuisse et on voulait voir les degrés d'atteinte. Et sur la photo de gauche, vous voyez donc les racines de cuisse. Vous pouvez comparer surtout la jambe droite par rapport à la jambe gauche. On voit bien l'infiltration des parties molles et l'atteinte du fascia au niveau périmusculaire, de la flèche rouge. Et puis au niveau abdominal, au niveau de la flèche verte, vous voyez une extension dans la région fémorale gauche. Donc il va y avoir une prise en charge chirurgicale de la jambe qui va être avec une excision, un débridement complet de toute la jambe gauche. Et puis du fait de l'aggravation du mauvais contrôle clinique, on décide de réaliser un nouveau scanner qui montre une extension de la lésion, un épanchement intra-abdominal, et au niveau de la flèche rouge et au niveau de la flèche verte, des signes de souffrance digestive avec une ischémie mécanique. Donc, il va y avoir une nouvelle chirurgie là, abdominale avec résection du grêle, et puis les prélèvements vont revenir, donc les prélèvements digestifs. Il n'y aura que les prélèvements digestifs qui reviendront positifs avec là aussi, heureusement, une évolution qui va être favorable avec possibilité de fermeture de la parotomie et puis l'éostomie qui est laissée en place, et puis une évolution le 21 avec extubation, donc là aussi environ une semaine après la prise en charge en réanimation, et puis une sortie, une arrêt de dialyse le 27, et puis une sortie en traumatologie 3 semaines après son hospitalisation en réa. Et là, je vais avoir les nouvelles du jour. Donc, c'est extrêmement lourd. On voit l'état de la jambe là sur la photo de droite. Donc, il y a des soins locaux extrêmement difficiles et prolongés à réaliser, une greffe envisagée. Et puis, en fait, l'évolution actuelle fait qu'ils envisagent l'amputation de la jambe.
Donc on voit que ça va très vite et que malheureusement ça peut mal se terminer en termes fonctionnels. Donc ce qui me semble important à rappeler, c'est sur ce cas-là de fasciite, c'est l'urgence diagnostique de ce type de lésion avec un diagnostic là aussi qui est essentiellement clinique. C'est notamment l'association de signes locaux, de douleurs qui peuvent parfois être discordants avec une clinique plutôt rassurante locale. Et c'est un point important. Et puis surtout, c'est une extension de la lésion en faisant attention à ces effets iceberg, avec ces idées hypodermiques qui peuvent créer des lésions à distance de la lésion initiale. Et puis, les signes locaux associés à des signes généraux, la fièvre, l'instabilité hémodynamique, l'hypoxie, les signes rénaux et cutanées font le diagnostic là aussi de probable choc toxinique associé, avec encore une fois l'importance de réévaluer l'évolution des lésions cutanées. Un autre point important, c'est que je trouve personnellement un diagnostic très difficile à poser. C'est pour ça qu'on a besoin de référents au sein de l'hôpital et qu'on a souvent des discussions médico-chirurgicales pour la prise en charge de ces patients, avec au niveau médical le côté plutôt polymicrobien des fascites. Dans deux tiers des cas, c'est des anaérobies, des émois, des toxiques, qui justifient en tout cas des consensus et des antibiothérapies plutôt large spectre. Et là encore, l'assistance sur éviter les INS, qui n'était pas le cas chez notre patiente, mais un message fort pour justement éviter de potentialiser l'évolution de la lésion cutanée. Voilà, c'est les messages que j'avais à vous faire passer. Merci Jean-Christophe. En tous les cas, ça campe bien le problème et la gravité, cette réalité. Donc, je vais beaucoup plaisir passer à le docteur Koulibaly, qui est praticien hospitalier en pédiatrie, pour nous parler des formes pédiatriques des infections à streptoa. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des infections pédiatriques à streptocoque, donc pas de manière théorique. Donc voilà, le streptocoque, c'est un coccigramme plus, donc en chaînette. Il est transmis essentiellement par gouttelette ou par voie, ça marche, ou par contact direct sur une lésion cutanée. L'incubation, c'est à peu près 2 à 5 jours. On a remarqué que 20% des enfants entre 3 et 15 ans en hiver sont porteurs asymptomatiques du streptoa. Le pic d'infection à streptocoque A, c'est 7 à 8 ans, quel que soit le type d'infection, invasive ou non invasive. Bon, je vais passer rapidement sur ces cours qui vous ont été présentés par mon collègue juste avant. Donc, on va parler d'abord des infections non invasives. Ensuite, on abordera le sujet des infections invasives et puis on parlera des pathologies immunes en lien avec le streptocoque A. Alors, le premier type d'infection non invasive à streptoa qu'on rencontre le plus fréquemment, c'est les pharyngites ou les angines, principalement chez les 5 à 15 ans. C'est vraiment le pic d'incidence. En hiver, au printemps, principalement. Le tableau clinique, c'est des signes fonctionnels d'apparition brutale, avec une fièvre élevée, souvent supérieure à 39 degrés, une sensation de malaise, des douleurs de gorge, des douleurs abdominales, des vomissements. Cliniquement, on retrouve régulièrement dans ce contexte des adénopathies cervicales antérieures qui sont sensibles. À l'inspection oropharyngée, on retrouve un exudat amygdalien blanchâtre avec un érythème pharyngé et puis des pétéchies au niveau du voile du palais. Ce qui est important à retenir, et ça, je pense que mon collègue infectiologue en parlera après, ce sont les signes négatifs, et notamment les scores de Centaure ou de Makisak, principalement Makisak actuellement qui est utilisé. C'est l'absence de tout, de rhinorrhée, de conjonctivite, de diarrhée qui orienterait plutôt vers un diagnostic d'angine virale. Et donc, c'est important de bien mettre en évidence ces signes absents. Voilà. Donc, voilà une image assez typique d'une angine à streptoa. Donc, le diagnostic, le gold standard, c'est le test rapide, le TROD, qui est, comme vous pouvez vous en douter, assez difficile à mettre en œuvre en pratique chez des enfants en bas âge.
L'intérêt, c'est d'écouvillonner les deux piliers amygdaliens sans toucher ni les lèvres ni la langue, et en évitant de se faire vomir dessus, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est vraiment le gold standard. La sensibilité, elle n'est pas parfaite. Il n'y a pas forcément d'intérêt à aller jusqu'à la culture de gorge pour mettre en évidence le diagnostic. Mais en tout cas, voilà, c'est ce type de prélèvement qui est le gold standard actuellement. L'évolution sans traitement, c'est disparition de la fièvre en 1 semaine environ, et puis de l'odynophagie en 4 jours. Mais il existe des complications de 2 types, suppuratives ou non suppuratives, qu'on va aborder secondairement. Donc les complications suppuratives, c'est le fait que l'infection fuse au niveau loco-régional, en créant des abcès, ils peuvent être rétropharyngés, périamygdaliens, et puis ça peut atteindre toute la sphère ORL avec des sinusites, des otites, des mastoïdites, des adénophlegmons également, cervicaux, et puis ça peut, et ça on en parlera un petit peu après, également devenir bactériémique, et puis secondairement provoquer des pleuropneumonies, des infections ostéo-articulaires, des méningites un peu plus rarement et des endocardites encore plus rarement. Et puis les complications non suppuratives qui sont plutôt de type immunologique, et principalement dans les pays industrialisés, la glomérulonéphrie post-rétrotoxique, qui doit imposer aux médecins qui fait le diagnostic de surveiller ce risque de complications avec une mandelette urinaire 1 semaine à 2 semaines après le diagnostic. Dans les pays en voie de développement, on a toujours le rhumatisme articulaire aigu. Et puis, on parlera aussi des complications neurologiques, je vous en dirai un mot secondairement. Ok. Non. La scarlatine, comme infection non invasive à Streptococcus, qui est une complication toxique de la libération d'une exotoxine érythrogène. Donc, associé au tableau clinique précédent, on va retrouver donc cette éruption typique, un exanthème papuleux avec des fines papules, avec une impression de papier de verre au toucher, en général qui débute 2 jours après la pharyngite ou l'angine, au niveau du tronc, puis qui va s'étendre sur les extrémités en respectant typiquement les régions palmo-plantaires. Il y a une atteinte au niveau du visage avec préservation de la région péribuccale, qui donne vraiment une pâleur péribuccale. Et puis, il y a une accentuation de cette éruption au niveau des plis de flexion qu'on appelle les lignes de Pastia, donc au niveau des coudes, les faces antérieures des coudes, puis au niveau des pieds inguinaux également, et des pieds axillaires. Associé à ça, donc on retrouve un énanthème. Alors en plus de l'angine, on a une glossite avec une langue qui va être enduite, et puis avec une hypertrophie des papilles qui vont donner le fameux aspect de langue de fraise ou de langue framboisée. Et puis l'éruption disparaît en général en 6 à 9 jours avec une desquamation secondaire qui débute au niveau des extrémités, c'est au niveau du pourtour des ongles principalement. Donc voilà pour ce qui est de la scarlatine. Voilà, donc là vous voyez au niveau des plis l'accentuation de l'éruption, et puis le respect de la région péribuccale, et puis cette glossite typique. Donc devant un tableau de fièvre rouge, on va dire, il y a des diagnostics différentiels à évoquer. On parlera des toxidermies et puis du syndrome d'activation macrophagique dans les contextes un petit peu plus particuliers, mais c'est principalement la maladie de Kawasaki, et notamment la maladie de Kawasaki secondaire au Covid, le PIMS, qu'il faut évoquer également, parce que le traitement est totalement différent. Il n'associe pas d'anti-infectieux, mais plutôt une corticothérapie, un traitement immunomodulateur. Donc c'est un diagnostic à évoquer devant un patient qui présente une fièvre prolongée et puis une éruption rouge avec un énanthème et puis une altération de l'état général. Donc il faut y penser. Donc l'évolution, c'est la guérison spontanée fréquente, mais l'antibiothérapie a tout son intérêt. Pourquoi? Puisqu'elle diminue la durée de la maladie. Alors on gagne un jour, c'est pas vraiment l'argument principal, mais elle diminue la gravité de la maladie et notamment le risque de complications suppuratives. Et puis elle diminue aussi la propagation de la maladie et le risque de rhumatisme articulaire aigu, mais pas de glomérulonéphrite. Donc c'est vraiment important de réaliser une mandette urinaire à distance de l'infection. On dit à peu près 7 à 10 jours après. On en parlera après des signes de glomérulonéphrite, mais c'est important à retenir.
Et donc, le traitement, c'est l'amoxicilline, Péros, à 50 mg kg jour. Donc, dans les études, on voit que 1-2 prises, ça change pas beaucoup l'efficacité. La durée, c'est 5 à 10 jours. Bon, c'est pas tellement consensuel. S'il y a une allergie au pénicilline, on peut utiliser une céphalosporine, hein, première ou deuxième génération Péros. Et puis, si on a une allergie au bêta-lactamine, on peut utiliser les macrolides, en retenant quand même qu'il y a une résistance fréquente vis-à-vis des macrolides. Une autre forme non invasive d'infection à streptoa, c'est l'impétigo non bulleux, qui est mis en opposition à l'impétigo bulleux à staphylocoque, hein, principalement, qui touche les 3 à 5 ans, et qui est une infection des couches superficielles de la peau, donc au niveau du visage principalement, au niveau des narines et au niveau du pourtour de la bouche. Ça peut également toucher les bras et les jambes, c'est très contagieux, hein, au sein même de la famille, c'est extrêmement contagieux. C'est des macules rouges qui se transforment en vésicules, qui se remplissent de pus, qui se rompent, et qui laisse des croûtes avec un aspect de miel, des croûtes mélicériques. Il n'y a pas de facteur déclenchant forcément, mais quand même souvent ça complique un traumatisme cutané, quel qu'il soit, une piqûre d'insecte, un traumatisme mineur, ou une infection à gale, une teigne, des poux, la varicelle ou un eczéma, qui sont souvent les facteurs déclenchants. Là, voilà, vous avez des exemples d'impétigo. Donc l'évolution, c'est une cicatrisation spontanée en 7 jours, une cicatrisation sous traitement en 7 jours. Spontanée, ça prend 1 mois. Il n'y a pas de séquelles. Le risque, c'est l'aglomérulonéphrite. Tout l'intérêt du traitement, c'est la guérison un peu accélérée, une diminution de la durée de la maladie. Pareil, il y a une diminution de la propagation à d'autres sujets et même de la propagation de l'infection sur le sujet même. Ça diminue les complications suppuratives également, qui sont principalement la bactériémie et les infections ostéo-articulaires. Le traitement, on peut utiliser des topiques, hein, l'acide fusidique ou la mupirocine. Hein, le fusidine ou le Bactroban pendant 1 semaine. Bon, si l'atteinte est étendue, on a affaire à des enfants difficilement observants, on peut utiliser l'augmentin Péros pendant 7 jours à bonne dose, en 2 ou 3 fois par jour. Donc les infections invasives, cette fois-ci à streptocoque du groupe A, chez l'enfant, on a principalement la bactériémie et la pleuropneumonie, également les dermohypodermiques nécrosantes et les fasciites nécrosantes dont on a parlé précédemment. Il y a également les infections ostéo-articulaires, les méningites, les endocardites qui sont beaucoup plus rares, et puis les chocs toxiniques streptotoxiques. Donc, la mortalité chez l'enfant, c'est 15% en moyenne. Les principaux facteurs de risque d'infection invasive à streptocoque du groupe A, c'est l'âge moins de 5 ans, et puis la varicelle dans le mois, ou tout autre type de lésion cutanée, en sachant que la varicelle a été vraiment documentée, beaucoup d'articles qui font le lien entre infection invasive et varicelle. Tout sujet immunodéprimé, quelle qu'en soit la cause, et puis le diabète également. Donc la séquence la plus fréquente chez l'enfant, c'est une pharyngite ou une amygdalite qui va se compliquer d'une bactériémie et puis secondairement d'un foyer secondaire, pleuropneumonie ou infection ostéo-articulaire. La dermohypodermite, la fasciite nécrosante, ça complique plutôt une porte d'entrée cutanée, comme on peut s'en douter. Donc la bactériémie, c'est donc la forme la plus fréquente d'infection invasive à streptoa chez l'enfant. C'est plus fréquent chez l'enfant que chez l'adulte. Et c'est occulte, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de foyer retrouvé dans la majorité des cas. Quand on en retrouve un, il est souvent ORL. Probablement, quand on ne le retrouve pas, il est passé inaperçu ou qu'on l'a loupé. La pleuropneumonie, elle est souvent secondaire à une infection virale au niveau des voies aériennes supérieures ou au niveau pulmonaire également. C'est de la surinfection. Ça peut être après une bactériémie secondaire à un foyer ORL. La grippe a été aussi souvent mise en évidence dans les cas de pleuropneumonie à streptoa. La mortalité, elle est plus élevée, elle approche les 30% selon les études. Pour ce qui est des infections cutanées graves, l'association classique entre la varicelle et les AINS est bien reconnue. Ça multiplie le risque de fascite nécrosante par 40, c'est pas rien. Donc, dans les 15 premiers jours de la varicelle, la mortalité, si elle est associée à un choc toxinique, c'est 45%. Ça peut aller jusqu'à 45%. C'est gravissime. Vous l'aurez compris, c'est délabrant également. Puis donc, le choc toxinique, je ne vais pas m'attarder sur le sujet puisqu'on l'a un petit peu abordé avant.
qui complique le plus souvent une fascite nécrosante, hein, donc près de la moitié des cas, ou une pleuropneumonie. Ça peut être également secondaire à une infection résto-articulaire et la mortalité est très élevée. Parler rapidement des complications immunologiques, principalement dans nos contrées, c'est la glomérulonéphrite post-streptococcique, hein, qui correspond à une réponse auto-immune à streptoa. Elle survient dans les 2 semaines qui suivent la pharyngite, dans les, on va dire, 6 semaines qui suivent un impétigo. Elle se manifeste par un syndrome néphritique aigu avec une insuffisance rénale aiguë de type organique, avec une rétention hydrosodée, une hypertension artérielle, et puis un anasarque avec une oligurie et des urines, un aspect assez particulier du bouillon sale, en lien en partie avec une maturie macroscopique qui est présente dans 30% des cas, et puis également une protéinurie glomérulaire. On détecte des anticorps antistreptolysine dans 80% des cas, avec une diminution du complément pour les fractions CH50 et C3, avec un C4 normal ou très légèrement diminué. On peut aller jusqu'à la ponction de biopsie rénale en cas d'atypie ou d'insuffisance rénale évolutive sous traitement. Le traitement qui est simple, mais symptomatique. Il associe des diurétiques et puis des antiprotéinuriques type IEC, en tout cas des bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone. L'évolution elle est le plus souvent favorable, avec une reprise de diurèse en 1 semaine et puis une disparition de l'hypertension et de l'insuffisance rénale en quelques semaines. Et puis on a le rhumatisme articulaire aigu, je vous en touche 2 mots, mais c'est rare dans nos pays. C'est encore bien présent dans les pays en voie de développement. C'est également en lien avec une réponse immune à streptoa. Et puis il y a des critères cliniques qui ont été utilisés, les critères de Jones avec des arthralgies, des arthrites sur les grosses articulations, une insuffisance valvulaire, hein, c'est la cardite rhumatismale, principalement insuffisance mitrale, qui peut aller jusqu'au tableau d'insuffisance cardiaque, avec des complications emboliques possibles. Et puis, il peut y avoir des complications également, des signes, neuropsie, type de Corée. Et puis, plus rarement, des signes cutanés ou subcutanés avec des érythèmes, donc des nodules. Voilà. Donc ça, c'est plus rare chez nous. Et puis, voilà, je voulais vous parler de cette complication immunologique que personnellement, je ne connaissais pas. C'est le syndrome PANDA. Je vais vous passer mon accent pour l'acronyme. En tout cas, c'est une complication neurologique qui est aussi liée à une réponse immunologique au streptoa, qui entraînerait des lésions au niveau des noyaux gris centraux. C'est un syndrome qui est présent chez des patients déjà porteurs de TOC et ou de tic. C'est juste que ces symptômes sont exacerbés au moment d'infection streptococcique, avec des épisodes d'amélioration et de rechute des symptômes neuropsie, hein, qui peuvent être principalement moteurs, avec une hyperactivité motrice, des mouvements involontaires choréiformes, associés à des troubles psychiatriques, un type de dépression majeure, des angoisses de séparation. Donc voilà, c'est toujours un tableau d'apparition brutale et sévère chez des patients qui sont déjà connus pour être porteurs de TOC ou de TIC. Voilà. Merci beaucoup. Ces 2 dernières présentations illustrent bien les formes que nous allons rencontrer dans la pratique. La parole maintenant au docteur Moreau, Joséphine Moreau, donc médecin de maladies infectieuses et dermatologie, qui va faire le point sur ces infections invasives à strepto du groupe A. C'est à vous. Alors, bonjour à tous, je suis le docteur Moreau. J'étais censée réussir à faire une présentation sur les infections invasives à streptocoque lors du webinaire qui a eu lieu hier, donc je suis vraiment désolée pour le retard et le problème de connexion. C'est pas grave, j'aurai un peu plus le temps de le faire, donc on va du coup aborder la présentation. Du coup, il y a certaines choses qui ont été déjà dites, mais bon, maintenant qu'on a le temps, je me permets de les redire comme ça, au moins c'est calme et clair. Du coup, le Streptococcus pyogenes ou streptocoque bêta-hémolytique du groupe A est un coccigramme plus en chaînette qui est strictement humain, avec des niches écologiques qui sont la peau et le pharynx, c'est beaucoup le pharynx, une contamination par gouttelette ou par contact direct, donc par gouttelette quand il y a une atteinte aérienne, pharyngée, ou par contact direct avec des lésions cutanées. Du coup, le réservoir, c'est le sujet malade, bien sûr, qui va être contagieux, mais également les porteurs sains asymptomatiques. Et donc, ce streptococcus va provoquer des infections non invasives et invasives à streptoa.
Donc, qu'est-ce qu'une infection invasive à strepto A? C'est une infection lors de laquelle le streptocoque est isolé sur un site qui est normalement stérile, comme la méninge, l'endocarde, le poumon, etc. Ou alors, s'il est isolé sur un site qui est non stérile, donc typiquement la gorge, la peau, mais qui est également associé à ce moment-là à un choc toxique streptococcique. Donc à l'origine des 2 alertes que nos collègues de l'ARS ont expliqué au début du topo. Donc pour la pathogénie, donc on sait qu'il y a une infection non invasive qui heureusement représente 80%, donc ça va être surtout très ORL et très cutanée si j'ose dire. Donc les angines en 1, l'impétigo au niveau cutané, mais également sinusite, otite, scarlatine. La scarlatine a déjà été abordée par le docteur Coulibaly. Les infections invasives, elles concernent 20% des cas et on va retrouver la méningite, pneumopathie, endocardite, érysipèle et choc toxique, jusqu'à la fasciite nécrosante qui est bien sûr un des symptômes de... Donc pour la physiopathe, alors ça c'est vraiment sans rentrer dans le détail, mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir quand même un petit peu l'info. En fait, le streptocoque va adhérer à la molécule, à la cellule, qu'elle soit pharyngée, cutanée, enfin voilà, la cellule qu'il a décidé d'envahir, entre guillemets. Il va d'emblée échapper au système immunitaire de l'hôte, envahir le tissu jusqu'à disséminer par les cellules sanguines. Et donc pour être à l'origine d'infections invasives, enfin même d'infections au sens large, hein, invasives ou non, il y a des facteurs de virulence qui sont bien montrés, qui sont bien évalués pour le strepto A. Et donc ces facteurs de virulence, il y a plusieurs facteurs qui s'associent pour en tout faire cette virulence qu'a le strepto A. Donc il y a des facteurs qui sont vraiment intrinsèques, qui sont bactériens, avec des éléments structuraux comme les protéines d'adhésion sur la surface, même des protéines à l'intérieur, enfin vraiment structuraux. Ou alors ce qui va relarguer dans le système extracellulaire, dans le secteur extra-bactérien. Donc c'est des substances extracellulaires qu'on appelle des toxines ou les enzymes. Sans rentrer dans le détail, voilà, ça reste des toxines et des enzymes et il y en a quand même plusieurs. Il y a également des facteurs génétiques. On a montré qu'il y avait un lien entre le HLA classe 2 de l'hôte et le syndrome de choc toxique streptococcique. Donc ça veut simplement dire que il existe des espèces de prédispositions génétiques, alors non seulement via le HLA, mais peut-être probablement plein d'autres, qui rendent certaines personnes plus susceptibles de faire des infections invasives à strepto A. Des facteurs environnementaux, on a bien vu notamment les cas de réanimation, où souvent, il y a, lorsque c'est une atteinte pulmonaire, c'est une infection virale qui va se surinfecter secondairement, donc une infection virale associée, et des facteurs de l'hôte qui sont en fait les facteurs de risque d'infection invasive à strepto A. Donc tout ça, c'est vraiment des facteurs associés pour expliquer la virulence. Et quand on regarde un peu les facteurs d'invasion à strepto A qui vont être intéressants à la fois pour dépister les infections, les risques d'infection, mais surtout pour les sujets contacts. Et donc ces facteurs de risque, ce sont l'âge supérieur à 65 ans, l'immunodépression, corticothérapie, chimiothérapie, les pathologies chroniques que je ne détaille pas, alcoolisme et drogue, un par injection, les pathologies cutanées, surtout varicelles, comme a dit le collègue de pédiatrie, Dr Coulibaly, et brûlures, plaies, les opérations chirurgicales et l'accouchement dans les 4 semaines qui précèdent. Les anti-inflammatoires, bien sûr, qui sont un des facteurs de risque majeurs d'infection invasive à strepto A lorsqu'ils sont utilisés en cours d'infection, entre guillemets. C'est pas parce que vous allez prendre des anti-inflammatoires pour une polyarthrite que vous êtes à risque d'infection invasive à strepto A, c'est surtout parce que vous avez par exemple, on verra typiquement l'exemple clé un des exemples du coup de mon topo, un hygroma surinfecté pour laquelle la patiente a pris des AINS. Donc c'est voilà, les AINS et les enfants les nouveau-nés, nés de mères qui ont une infection à strepto A active, notamment au niveau génital. Donc ça, j'avais pas prévu de le faire, mais comme on a un peu le temps. Donc le focus mensuel 2022-2023, en fait, ça c'est ce qui s'est passé au CHU, les 2 courbes. Nombre de cas à gauche d'infection à strepto A et les nombres de cas d'infection invasive à strepto A. Sachant que c'est sous-estimé parce qu'en fait ces données elles ont été extraites du laboratoire et quand les patients étaient pris en charge initialement à Dole, à Saint-Claude, comme c'est le cas de mes 2 exemples, il n'y a pas eu de prélèvement bactériologique arrivé au CHU puisque le diagnostic était déjà fait la stérilité des prélèvements c'était déjà le cas quand ils sont arrivés au CHU. Donc voilà, l'explication du nombre de cas, c'est surtout probablement le rebond des mesures
mesures barrières liées au Covid, et quand on a arrêté, enfin, on a enlevé les masques, notamment les enfants qui n'étaient pas du tout exposés grâce aux masques et à la protection des adultes, on va dire, qui n'étaient pas du tout exposés au strepto A, enfin différents germes, dont le strepto A. Et en fait, c'est une immunité qui s'acquiert au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de l'âge. Et comme il n'y a pas du tout de contact, en fait, il y a peut-être probablement eu comment on dit, une circulation bactérienne un petit peu plus large, surtout si on a vu que c'était des patients asymptomatiques. Donc pour les données cliniques, on va bien sûr revoir progressivement, mais pour les données cliniques, on sait qu'il y a ce qui nous fait craindre, surtout les infections invasives, c'est le choc toxique streptococcique qui est vraiment mortel à 10-15%. Et donc ça va concerner 20% des infections invasives qui elles-mêmes représentent, je vous rappelle, 20% des infections à strepto A. Et en fait, ce qu'il faut retenir surtout, et ce qui est important, c'est que c'est essentiellement, pas que bien sûr, mais vraiment essentiellement, comme c'est le cas sur le diapo ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est c'est vraiment la peau et poumons. C'est tout ce qui est peau et poumons, infection des parties molles et les pneumopathies qui peuvent aboutir au choc toxique. Donc c'est là que vous devez être vigilant. Donc quand on parle des infections à choc toxique, voilà, ça fait un petit peu plein de choses à penser, mais on va essayer de simplifier un petit peu et de constater ce que peuvent être les manifestations cliniques des infections à strepto A. Donc au-delà des infections invasives et non invasives, il y a surtout ce qui concerne la pratique courante, c'est est-ce que c'est grave et est-ce que c'est pas grave. Donc en fait, j'ai un peu formulé différemment. Donc vous avez les infections non graves, avec un diagnostic qui sera de toute façon toujours clinique, même les infections graves, on va dire presque. Donc les infections non graves, vous avez les infections non invasives non graves, ce qui est le cas de l'impétigo. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, on a vraiment dit que sur les infections non invasives, c'était donc 80% des infections à streptocoque, mais c'était surtout ORL et cutanées, bah, c'est typiquement ça. Donc l'impétigo, folliculite, les angines, alors pas les pharyngites, c'est vraiment les angines qui sont érythémateuses ou érythématopultacées, sachant que une érythématopultacée pseudomembraneuse, c'est pas vraiment des angines qui sont spécifiques ou non spécifiques du strepto A. C'est pas parce que vous tombez sur une infection pseudomembraneuse, une angine pseudomembraneuse que vous pouvez éliminer le strepto A. Si vous avez une angine clinique, il faut faire la démarche. Et quelle est la démarche? C'est le score de Makisak. Le docteur Koulibaly l'a déjà utilisé. Mais le score de Makisak, en fait, c'est un score qui va être calculé pour savoir si oui ou non vous devez réaliser un test de diagnostic rapide. Donc, devant des signes évocateurs d'angine, vous avez un score avec la fièvre, l'absence de toux, l'adénopathie, les atteintes amygdaliennes, l'âge et l'âge. Et en fait, en fonction de ça, vous allez calculer votre score de Makisak qui sera supérieur ou égal à 2. S'il est inférieur à 2, vous vous arrêtez là, c'est viral. Si en revanche il est supérieur ou égal à 2, c'est le cas chez l'adulte, hein, j'entends, dans ces cas-là, vous allez réaliser le TROD et la sensibilité, donc c'était à certaines questions, la sensibilité du TROD est plutôt bonne, mais il faut surtout bien le faire. Donc c'est vraiment ça qui va conditionner aussi la stratégie derrière. Donc un test qui est bien fait va amener ou non au diagnostic. S'il est positif, vous allez mettre en place une antibiothérapie par amoxicilline et sinon, vous ne mettez pas en place d'antibio. Et donc ce TDR, il est vraiment utilisé uniquement s'il y a des angines, c'est-à-dire que s'il y a pharyngite, techniquement, vous ne devez pas faire le TDR, sauf si vous avez des doutes, hein, bien sûr, c'est la clinique qui prime, donc si vous avez un doute, voilà. Auquel cas, s'il est positif, bien sûr, il faudra traiter parce qu'on voilà. Mais normalement, c'est vraiment les angines. On se posait aussi la question au moment des infections invasives si ça valait le coup de faire des couvillons, enfin des streptotests sur les atteintes cutanées. La réponse est non, et c'est vraiment validé pour l'angine. Et bien sûr, on le dira jamais assez, une contre-indication formelle des anti-inflammatoires, parce qu'on l'a vu, non seulement vous pouvez avoir de toute façon une angine à strepto A qui peut décartonner, si je peux dire ça comme ça, qui peut vraiment mal se passer si vous mettez des anti-inflammatoires, mais surtout des angines virales qui peuvent secondairement se surinfecter, parce que c'est pas rare. Auquel cas, si ça se surinfecte, en plus vous avez mis des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça peut mal se passer. Donc c'est vraiment être vigilant sur la prescription anti-inflammatoire. Pour ce qui est des infections invasives à strepto A, on a vu qu'il y avait surtout des atteintes cutanées, donc les dermohypodermites qui sont nécrosantes, non nécrosantes, les fascites nécrosantes et les autres, type abcès. Vous avez les infections respiratoires, donc on l'a vu aussi, hein, les pneumopathies bactériennes authentiques ou alors les surinfections de virose. Les bactériémies qui sont associées à d'autres diagnostics comme la peau, surtout gynéco-poumon, ou alors qui sont isolées, lors desquelles vous n'aurez pas de diagnostic clinique en tout cas précis, et les autres atteintes qui sont RL gynéco qui sont un petit peu moins concernées. Et donc dans toutes ces infections à strepto A, on a dit que le choc toxique représentait 20% de l'infection.
Donc, les infections invasives, on a fait les infections non invasives, maintenant il y a des infections invasives qui ne sont pas forcément graves, et c'est le cas de l'érésipèle. Donc, l'érésipèle, la définition, c'est vraiment une dermohypodermite bactérienne non nécrosante liée au streptoa. Donc l'érésipèle, et là j'en profite pour dire, comme on a un petit peu le temps, que attention à un érésipèle avec un décollement qui a des décollements bulleux, mais qui a juste des décollements bulleux qui sont superficiels, des espèces de purpura un peu équimotiques comme la photo du dessus, c'est pas des signes de gravité. Alors là, comme je l'avais dit pour ceux qui avaient entendu, c'est pas un signe de gravité qui va être juste sur photo, c'est pas du diagnostic photo, hein, parce que là, vous n'avez pas les constantes, vous n'avez pas l'état général, vous n'avez pas tout le reste. Donc bien sûr, c'est dans un contexte clinique qu'on interprète si c'est grave ou pas grave. En tout cas, un érysipèle à qui vous avez, enfin, un patient qui a un érysipèle à qui vous avez prescrit les antibiotiques, enfin, l'amoxicilline, et qui évolue bien, s'il bulle derrière, ça peut arriver. Et c'est pas un signe de gravité, il a 15 de tension, il avait 40, il est descendu à 37,8, il n'a aucun autre signe clinique qui vous inquiéterait. Donc il faut rester vraiment clinique sur le décollement bulleux et le purpura. Le purpura, simplement une capillarite purpurique sur un œdème, etc., ça existe. Donc c'est loin du purpura extensif, nécrotique, etc. On a d'autres infections, comme les infections des lésions tumorales sous-cutanées de, je pense c'est le cancer du sein probablement, et des surinfections de varicelle d'une petite fille de 5 mois qui se porte maintenant à... Donc l'érésipèle, des examens, est-ce qu'il existe des examens diagnostiques? Alors, on peut faire des hémocultures, c'est pas systématique dans la pratique libérale, moi je forcerai pas, enfin voilà, c'est pas recommandé de faire des hémocultures pour un érésipèle qui est classico-classique. Et les prélèvements locaux, surtout pas. Donc probablement que vous savez déjà qu'il n'y a aucune place aux prélèvements locaux sur la peau, parce que vous allez ramasser tous les germes, et c'est même le cas sur les plaies chroniques, ça ne sert à rien de faire des écouvillons, parce qu'il n'y aura aucun impact derrière sur la prise en charge. Donc vraiment, les écouvillons locaux, vous les bannissez. Et donc le traitement de l'érysipèle, donc du streptoa, c'est toujours l'amoxicilline, et 7 jours, c'est vraiment 7 jours. C'était aussi une des questions, le streptoa est toujours sensible au bêta-lactamine, il n'y a pas d'exception, c'est vraiment toujours sensible, et largement sensible. Donc c'est-à-dire qu'on part du principe où en 7 jours, voire moins, mais 7 jours c'est presque même la barre haute, le microbe a été éliminé. Et donc s'il reste des séquelles de purpura, de bulles, de rouge, de plaques inflammatoires, c'est aussi simplement parce que c'est quand même assez costaud en érysipèle, donc du coup il y a vraiment des lésions qui sont post-inflammatoires, qui sont assez classiques. Donc il n'y a aucune place, il n'y a aucune raison d'augmenter la durée de l'antibiothérapie dans un érysipèle. C'est 7 jours et au-delà, ça ne sert à rien. Contre-indication formelle des anti-inflammatoires, ça clairement, c'est vraiment un des messages clés du taux. Donc ça, c'était pour les infections invasives non graves, donc on dit vraiment cutanées ORL. Et les infections cliniques les infections qui sont graves, le diagnostic va néanmoins toujours être clinique. Donc quand on parle d'infections invasives graves, on parle surtout des chocs toxiques. Et donc on reprend toujours les mêmes pôles, c'est l'atteinte cutanée, respiratoire, les bactériémies et autres. Et en fait, c'est essentiellement les atteintes cutanées, respiratoires et les bactériémies qui vont être à l'origine d'un choc toxique, à moindre mesure les atteintes ORL, gynéco, etc. Toujours, bien sûr, on avait entendu parler de l'histoire du choc toxique lié au tampon, au streptoa, mais voilà, c'est vraiment en pratique courante, c'est vraiment les infections cutanées, respiratoires et bactériennes. Et donc, qu'est-ce qu'un choc toxique streptococcique? C'est vraiment, vous avez en un une atteinte cutanée respiratoire, vous avez une infection cutanée respiratoire, un érysipèle, une fasciite, enfin vraiment infection cutanée, c'est le parthymole au sens large, la plupart du temps nécrotique. Donc c'est vraiment, vous avez une atteinte cutanée nécrotique infectieuse, donc qui d'emblée vous inquiète parce que d'emblée c'est quelque chose qui n'est pas rassurant, une atteinte respiratoire et vont s'associer parfois en contre-coup, alors d'emblée parfois diagnostic, mais ça peut être secondaire, la fièvre, par exemple récidive de fièvre, diarrhée, vomissement, et ça c'est vraiment, surtout diarrhée, c'est vraiment un des signes qui doivent être évoqués, un rash cutané et bien sûr les signes de choc. Donc c'est quand même des symptômes qui sont assez parlants sur le plan général, et si vous les examinez, vous leur posez la question, ça va être assez facile de mettre de faire, pas faire le diagnostic, mais assez facile de se dire de toute façon il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, je suis inquiet, je ne sais pas forcément ce que c'est, mais il a à nouveau de la fièvre, il a de la diarrhée, il a un rash, il a un état de choc, dans un contexte d'infection cutanée respiratoire. Bon, bactériémie, vous ne le savez pas en premier place, mais dans un contexte d'infection cutanée respiratoire, ce sont des signes de choc toxique. Donc quand on regarde la diarrhée,
Vous allez dire diarrhée, bah oui, mais la diarrhée, la grippe, elle donne la diarrhée. Enfin, mais c'est vraiment l'ensemble. C'est à nouveau de la fièvre, un rash, il est altéré, la tension baisse. Enfin, c'est vraiment des signes de choc et de défaillance, même de défaillance viscérale que vous pouvez mesurer avec les prises de sang, objectiver avec des prises de sang, une défaillance rénale, hépatique, etc. Et donc pour la diarrhée, c'est vraiment donc dans la peau, infection de peau et respiratoire, c'est dans un contexte clinique particulier, hein, vraiment toujours ce contexte-là, c'est pas juste fièvre, diarrhée, rage et choc, c'est vraiment dans un contexte d'infection préexistante, si on peut dire, ou en tout cas associée, et hors contexte épidémique, TIAC, contage. Ça, on entend souvent, bah, il a fait en même temps une gastroentérite aiguë. Bah non, il n'a pas fait de gastroentérite aiguë, c'est des signes de choc toxique, c'est pas la même chose. Donc hors contexte épidémie, de toxi-infection alimentaire, et de comptage viral éventuel. Donc ça, c'est vraiment pour la diarrhée. Alors ne vous inquiétez pas dès que vous allez voir quelqu'un avec de la diarrhée. Et l'autre chose, le rash cutané. Le rash, c'est vraiment un rash qui n'est pas forcément fugace, mais qui est un peu bâtard parce qu'il n'est pas non plus hyper franc. C'est vraiment un rash maculeux, c'est pas du tout infiltré, hein, c'est vraiment de l'épaisseur de la peau, c'est plan. Ça peut être rouge, mais vraiment partout. Je pourrais pas vous dire précisément si ça commence par le ventre, par le dos, etc. Mais c'est vraiment un rash. Bon là, je sais pas si on voit très très bien sur les photos, mais vous savez pas quoi en faire de ce rash, vraiment, et toujours dans ce contexte de fièvre, infection cutanée, respiratoire, etc. Ça, c'est une alerte. Donc quand on prend infection par infection, pour les infections cutanées, ça va être, comme je l'ai dit déjà, des infections surtout qui sont nécrosantes. Donc une dermohypodermie bactérienne nécrosante ou les fasciites nécrosantes. Donc c'était le cas pour une de nos patientes qui a été hospitalisée en dermato. Donc il y avait eu un diagnostic, on la voyait à J4, nous, donc il y a eu un diagnostic d'infection d'hygroma, enfin en tout cas d'hygroma plutôt, on va dire un diagnostic d'hygroma du coude gauche. Elle s'est vue prescrire une corticothérapie. Et en fait, comme cette dame, alors elle a 67 ou 72 ans, comme cette dame, donc c'est forcément le vendredi soir hein, que ça arrive, sinon c'est pas drôle, et comme cette dame a un antécédent de migraine, enfin fait des migraines à répétition, elle a des anti-inflammatoires chez elle. Donc elle lui a dit, bah oui, mais je ne peux pas prendre les corticoïdes tout de suite parce que effectivement, la pharmacie ça ouvre demain, bah, mais j'ai des anti-inflammatoires qui traînent. Oui, bah prenez ça. Donc elle a pris ses anti-inflammatoires de façon très scolaire. Elle est allée à la pharmacie le lendemain pour prendre ses corticoïdes. Et derrière, elle arrive avec ce tableau-là, des résipels monstrueux, enfin de dermohypodermite à ce moment-là, bactérienne monstrueux. On la met sous. Alors, elle a 39, elle n'a pas de signe de choc, elle va bien, elle est capable de. Enfin, voilà, elle a des tensions qui sont correctes. Une saturation qui est parfaite, vraiment, elle n'a aucun critère de gravité. Mais finalement, secondairement, on voit qu'il y a des plages de nécrose sur la face postérieure qui arrivent, et en fait, elle se met à chauffer à nouveau, alors qu'elle allait bien sous amoxicilline, acide clavulanique. Donc là, on met large spectre, parce que comme elle n'était pas bactériémique, on n'avait pas de preuves bactériaux. Et comme donc augmentant, c'était acide clave intraveineux. Et en fait, là, sur ce tableau-là, elle a à nouveau de la fièvre. Elle a toujours gardé des bonnes constantes, toujours gardé une bonne saturation, mais elle a à nouveau de la fièvre. Et alors, elle fait pas de rash, mais on décrit de la diarrhée qu'on met au départ. Enfin, voilà. Et sont évoquées la diarrhée sous-augmentin, ce qui n'est pas illogique, hein. Mais dans ce contexte-là, on dit rapidement non, c'est pas forcément de la diarrhée sous-augmentin, elle est peut-être en train de faire un syndrome toxinique, donc on rajoute tout de suite la clindamycine. On rajoute la clindamycine et finalement, sur l'ensemble du bras, ça va mieux, elle arrête rapidement de chauffer, la CRP décroche, la diarrhée s'amende, donc on a l'impression qu'on est quand même sur une infection qui est assez contrôlée, mais finalement, elle commence à ce moment-là, elle ne chauffe pas pendant à J8 du début des symptômes. On voit que sur le côté gauche de la lésion un peu nécrotique, ça se blanchit, etc. Donc là, on sollicite, on avait déjà sollicité nos collègues de chirurgie plastique et polyvalente. Et à ce moment-là, on dit, bah, écoutez, là, il faut peut-être faire quelque chose. Donc effectivement, le chirurgien commence à faire un petit parage sur cette zone-là. Et on se rend compte que c'est vraiment nécrotique, qu'on est dans un tissu qui est fibrineux, qui est complètement ramolli, qui est absolument pas... Là, c'est censé saigner, hein, qui saigne pas du tout. Donc on se dit, non, il va falloir aller au bloc. Donc elle va aller au bloc. Oups. Bon, la vidéo a coupé un petit peu, j'espère que c'est à peu près bon. Donc elle est allée au bloc. Elle est allée au bloc et il y a eu un large parage, comme vous pouvez le voir, des tissus nécrotiques. Et elle a pu être secondairement greffée. Donc là, il y a bien sûr plusieurs semaines entre les photos, hein, entre le moment où elle est arrivée chez nous, le moment où elle a été greffée, enfin le résultat post-chirurgie, pardon, puis la greffe. Donc voilà, et puis ça coûte quand même le coup de le dire, elle va très bien.
Ça, c'est l'exemple qui a été abordé par le collègue de réanimation qui, cette fois, c'était une donc la dame d'avant, c'était une dermohypodermite nécrosante. Et là, c'est vraiment la fasciite nécrosante, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte du fascia, ce qui n'est pas le cas dans la dermohypodermite, et c'est probablement ça qui lui a sauvé la vie. C'est qu'à la base, c'était, enfin, sauvé le bras au moins, mais c'est vraiment la dermohypodermite était nécrosante sans atteinte du fascia. Et ça, c'est très important parce que faut vraiment voir le fascia comme un truc qui va recouvrir les muscles. Ça fait vraiment toboggan, c'est-à-dire que les microbes ils peuvent fuser vraiment très vite le long du fascia, et ce qui est souvent responsable d'une atteinte qui est large, comme ce qui était le cas de cette patiente-là, avec des larges débris et vous avez de larges parages. Et donc ça, c'était pour les atteintes cutanées. Donc il y a les infections qui sont bactériennes nécrosantes, enfin les dermohypodermites bactériennes nécrosantes, les fasciites nécrosantes. Et pour ce qui est des infections respiratoires, c'est les surinfections de grippe et les pneumopathies bactériennes. Et c'est les cas des patients qui sont actuellement en réanimation, qui sont maintenant sortis. Les 2 patients sont sortis. La patiente qui est concernée par les photos va très bien, elle est rentrée chez elle. Donc vous voyez, il y avait le rash, l'atteinte pulmonaire, et ça c'était une surinfection. Et donc le traitement du choc toxique streptococcique, c'est à la fois l'amoxicilline ou les C3G qui vont être actifs contre la bactérie. Donc on a vu la virulence intrinsèque, c'est vraiment la bactérie. Mais elle a regardé ces petites toxines, et ces petites toxines sont encore en circulation. Et donc ces toxines-là, il faut associer un antitoxinique qui est la clindamycine ou le linezolide, qui va pas avoir d'effet inoculum sur l'efficacité. C'est-à-dire que parfois on vous dit quand il y a un énorme abcès, ça sert à rien de mettre des antibiotiques parce qu'en fait il faut drainer l'abcès, parce que s'il n'y a que ça qui va faire que ça va aller mieux, avec bien sûr les antibiotiques, mais c'est vraiment l'acte de drainage de l'abcès. En revanche, là, c'est vraiment les toxines que vous voulez cibler, donc peu importe l'inoculum, s'il y a des abcès ou pas, ça va quand même marcher. Donc ça arrête la production de toxines, il y a un effet en plus post-antibiotique qui est supérieur si on l'utilise par rapport à si on ne l'utilise pas, et la durée est assez courte, en général c'est 3 à 5 jours. Bon, les immunoglobulines, ça vous concerne un petit peu moins, puis ça est abordé par les collègues. Donc vraiment, c'est ça les grands critères, les grandes places du traitement. Donc le diagnostic clinique, le diagnostic des infections à strepto A, qu'elles soient invasives ou non invasives, vous pouvez le voir, c'est vraiment souvent clinique. Et quand c'est grave, vous ne pensez pas grave. Et quand c'est grave, il faut penser à l'infection invasive à strepto A avec le choc toxique. Et c'est essentiellement, mais pas que, mais vraiment essentiellement, ce qui est le cas, je crois, quasi de tous les patients qui ont été hospitalisés en réa récemment. En réa ou pas en réa, la dame avec le bras que j'ai hospitalisé qu'on a hospitalisé nous en dermato qui est partie en chirurgie, elle n'a jamais passé par la case de réanimation parce qu'elle n'a jamais eu de défaillance viscérale. Qui avait la dermohypodermite bactérienne nécrosante sans fascite. Et donc l'infection peau et respi. Le test de diagnostic rapide, c'est vraiment s'il y a une angine. La diarrhée, il faut se méfier, mais quand c'est dans un contexte d'infection, ne vous méfiez pas de toutes les diarrhées de Franche-Comté, mais vraiment, s'il y a une infection qui est active déjà sur la peau ou en respiratoire, et hors contexte épidémique, TIAC, etc. Les anti-inflammatoires, prudence, prudence, prudence. Enfin, anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est vraiment prudence, prudence, prudence. Les AINS, il faut vraiment répéter, notamment pour les collègues qui sont pharmaciens, qui je pense maintenant, qui je pense le savent bien sûr. Mais parfois les patients, j'imagine, arrivent à la pharmacie avec déjà, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Donc vraiment, les anti-inflammatoires ont leur place, non stéroïdiens ont leur place dans la migraine, dans les coliques néphrétiques et dans tout ce qui est douleur rhumatismale, en l'absence d'infection active. Mais c'est pas l'odynophagie, les douleurs dentaires, la fièvre antalgique sans diagnostic, parce que par exemple dans les résipelles, on dit toujours qu'il y a 48 heures d'altération d'état général fébrile, et le rouge, donc le visuel qui va vous permettre de faire le diagnostic, ça arrive au bout de 48 heures. Donc si, et je pense que ça avait été le cas chez la patiente avec son hygroma, voilà. En fait, elle était d'emblée en train de faire un érysipèle, sauf qu'elle avait 39 et qu'elle avait voilà, une altération d'état général. Elle se plaignait de son coude, il a dû se dire, voilà, c'est du rhumatisme, hop. Sauf que, voilà, le problème, c'est que parfois, les signes cliniques n'arrivent pas tout de suite, donc vraiment pas hésiter à revoir les patients, à leur expliquer que vous allez les revoir, à leur expliquer que parce que je pense voilà aussi quand vous les voyez en libéral, ils sont pleins d'attentes et qui veulent tout de suite des antibiotiques. Ça, voilà, je pense que ça fait partie de votre pratique courante. Mais il faut réussir à leur faire comprendre que non, il ne faut pas faire que voilà, c'est pas parce que vous avez de la fièvre, c'est pas un antipyrétique classique qu'on a vu en pédiatrie comme dans le topo. C'est pas un antipyrétique, c'est un antalgique, c'est pas un antalgique non plus classique, c'est vraiment des places particulières. Et donc voilà, à l'aveugle, ça sert à rien de mettre des anti-inflammatoires parce qu'on peut mordre les doigts après. Et donc vraiment la surveillance, si j'enchaîne un petit peu, donc la surveillance des consultations de contrôle à 24-48 heures, c'est assez important parce que ça vous permet de réévaluer les patients, d'éventuellement refaire le diagnostic, de recentrer votre antibiothérapie, typiquement pour les résipelles dont les symptômes vont arriver 48 heures après le début de la fièvre.
l'éducation thérapeutique des patients sans les alerter et sans les inquiéter non plus, mais dire que voilà, si vous n'êtes pas bien, si vous avez à nouveau de la fièvre, enfin, et ça, c'est dans un contexte d'infection respiratoire ou cutanée ou ORL, ou voilà, qui vous ferait supposer la possibilité de l'évolution vers un choc septique streptococcique, mais un choc streptococcique, mais voilà, c'est dans un contexte déjà infectieux connu. Ne pas hésiter à éduquer les patients et l'entourage et s'assurer que, voilà, que les gens ont bien compris que s'ils ont à nouveau de la fièvre, si au bout de tel jour il n'y a pas, il faut revenir, que s'il y a d'autres symptômes, il faut revenir, qu'il faut s'alerter s'il y a de la diarrhée, s'il y a quelque chose, voilà, que ça peut vous amener, vous, à consulter ou à rapprocher la consultation. Le dépistage des personnes à risque, mais je ne reviens pas dessus parce que ça a été déjà vu par les collègues de l'ARS, que l'antibiothérapie est toujours sensible aux bêta-lactamines, mais que l'antibiothérapie va cibler le microbe, va cibler le strepto-A avec sa petite membrane, mais ne va pas cibler toutes les enzymes qu'il aura relarguées et les toxines qu'il aura relarguées. Et c'est à ce moment-là qu'il faut rajouter un antitoxinique, s'il y a forme sévère ou syndrome toxinique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en médecine libérale, je pense que si vous vous dites tiens, je rajouterais bien un antitoxinique, c'est que de base, il faut appeler le 15. Alors certes, ça va vous alerter s'il y a un trop gros délai d'arrivée du SAMU, s'il y a un trop gros délai si les patients sont isolés, j'imagine que c'est au cas par cas bien sûr, mais que si voilà, en pratique, si vous vous dites qu'il va falloir rajouter un antitoxinique, c'est que probablement qu'il faut appeler le 15. Donc je rappelle vraiment les signes, c'est vraiment le choc, donc ça, ne serait-ce que le choc vous impose un peu à l'esprit d'appeler le 15. S'il est fébrile, le rash, la diarrhée, ça c'est des signes d'alerte. Alors c'est pas parce qu'il a la diarrhée qu'il commence à avoir un rash qu'il va mourir tout de suite, hein. Donc vous avez toujours le temps de réagir, donc c'est pour ça qu'il faut éduquer les patients et qu'il faut voilà, alerter le 15 tranquillement si je peux dire, mais voilà, pour permettre une prise en charge qui est adaptée tout de suite. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire selon nous d'avoir en tête, c'est vraiment le type d'infection invasive à strepto-A. Et mon topo se termine ici, j'ai merci de votre attention et je vous prie encore de m'excuser pour le problème qu'il y a eu lors du séminaire, mais je me dis que grâce à ça, j'ai pu faire un topo tranquillement de 30 minutes. C'est peut-être pas trop ce qui était prévu, mais au moins j'espère que dans vos têtes c'est assez clair et que vous serez que vous avez compris un peu les points de vigilance, les points d'alerte des différents mécanismes et de ce que peut impliquer une infection invasive à strepto-A. Merci. Et si vous me permettez, et en vous remerciant, je vais donner la parole au docteur Vasseur de l'ARS, que je remercie beaucoup puisque c'est aussi grâce à elle que ce webinaire a pu avoir lieu, pour parler finalement de la conduite à tenir et notamment du suivi des cas contacts. Madame, c'est à vous. Oui, bonjour, merci. Donc effectivement, moi, je voulais vous parler en complément du diagnostic et de la prise en charge des cas, des mesures collectives à mettre en place autour d'un cas d'infection invasive à streptocoque du groupe A. Alors, je vais essayer de faire défiler. Si vous pouvez passer la diapositive, merci. Voilà, donc autour d'un cas d'infection invasive, il est important également d'identifier, donc bien sûr une fois que la prise en charge est engagée hein, et que voilà, c'est donc assez rapidement, une fois que la prise en charge est engagée, d'identifier les personnes contacts autour de ce cas. Ces personnes contacts sont à rechercher dans les 7 jours qui précèdent le début de la maladie et jusqu'à 24 heures après la mise en place du traitement spécifique du cas. Et ce sont les personnes donc, qui vivent avec le cas finalement au même domicile, les personnes ayant des contacts physiques intimes avec le cas, mais aussi toutes les situations qui pourraient reproduire ce type de contact. Donc, on a vu dans l'une des présentations, par exemple, un jeune garçon qui était parti en voyage scolaire. Donc là, on n'est pas vraiment dans le milieu familial, mais par contre, ça peut reproduire, notamment au niveau de la famille d'accueil, tout ça, des conditions similaires au domicile. Ça peut être également pour des enfants en bas âge, l'assistante maternelle, les personnels de crèche. Il faut aussi être vigilant dans les EHPAD, les institutions de personnes âgées, et éventuellement chez des cas qui seraient sportifs et qui pratiqueraient des sports avec des contacts physiques prolongés. En revanche, c'est vrai que pour ce qui est des voisins, des camarades de classe, des collègues de travail,
il n'y a pas forcément elles ne sont pas à considérer comme sujet contact. Donc ça, c'est pour l'étape d'identification. Une fois qu'on a identifié les personnes contacts, il faut se poser une première question, c'est que est-ce que ces personnes contacts sont symptomatiques? Et si ces personnes contacts sont symptomatiques, alors là, il est préconisé de réaliser le test rapide d'orientation diagnostique, donc le TROD, et si les symptômes sont évocateurs, de traiter précocement. Et là, donc, il y a une conduite à tenir qui a été définie par plusieurs sociétés savantes au mois de décembre, hein. Et donc, l'idée, c'est de privilégier l'amoxicilline. Mais je vous laisserai consulter, si vous le souhaitez, la conduite à tenir complète, hein, qui est assez développée. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on s'est posé cette première question, donc si les personnes contacts ne sont pas symptomatiques, alors c'est la diapositive suivante. Merci. À ce moment-là, on s'interroge, donc si on est sur une personne asymptomatique, est-ce qu'elle présente des facteurs de risque d'infection, enfin un ou des facteurs de risque d'infection invasive à streptocoque A? Alors, on en a évoqué certains, vous en avez évoqué certains lors de vos présentations, hein. Il peut s'agir donc de nouveau-nés, de mères qui ont une infection invasive à strepto A. Il peut s'agir de personnes âgées de plus de 65 ans. 2 personnes qui ont une varicelle évolutive, donc on parlait dans le mois, hein, tout à l'heure. 2 personnes qui présentent des lésions cutanées étendues, dont les brûlures. Des personnes qui présentent une toxicomanie intraveineuse, une pathologie évolutive, type diabète, cancer, hémopathie, ou encore une prise importante de corticoïdes par voie orale. Donc, si on est devant une personne contact asymptomatique, mais qui a un ou plusieurs facteurs de risque, à ce moment-là, il est recommandé de lui prescrire une antibioprophylaxie, et ce, le plus tôt possible, donc si possible dans les 24 heures qui suivent le dernier contact, et au maximum 7 jours après le dernier contact. Au-delà, on est un peu hors délai. Et donc là, pareil, vous pourrez consulter donc la conduite à tenir des sociétés savantes, mais du coup, là, on privilégie plutôt des céphalosporines orales ou des macrolides. Et donc ça, c'est dans le cas où on a des facteurs de risque chez une personne asymptomatique. Il faut savoir aussi que si on prescrit l'antibioprophylaxie à un sujet contact qui vit sous le même toit que le cas, on aura tendance également à recommander de prescrire la prophylaxie à l'ensemble des personnes contacts du foyer, même si les autres n'ont pas de facteur de risque. Et par contre, il y a des cas dans lesquels l'antibioprophylaxie n'est pas recommandée, donc c'est tous les autres cas, si la personne est asymptomatique, qu'elle n'a pas de facteur de risque. Et à ce moment-là, on préconise simplement de consulter un médecin devant la survenue de tout signe pathologique dans les 30 jours qui suivent le dernier contact avec le malade, avec une définition volontairement assez sensible, hein. Donc on est sur fièvre, douleur, altération de l'état général, lésions cutanées, voilà. Alors, je suis désolée, encore la diapositive suivante, voilà. Donc là, on a vu tout ce qui est, qu'est-ce qu'on fait pour prendre en charge les personnes contacts. Il y a aussi la question donc du signalement à l'ARS. Alors, si vous posez la question quand est-ce qu'on doit signaler à l'ARS, désormais, donc là, depuis ce début d'année, on nous demande à ce que nous soit signalé simplement les cas pour lesquels vous repérez qu'il y a des personnes contacts en collectivité. Et à ce moment-là, l'ARS prendra en charge le contact tracing au sein de la collectivité et également tous les messages d'information, par exemple, aux familles. On peut aussi diffuser des messages d'information aux médecins du secteur, en fonction des situations. Rappeler également les médecins pour favoriser une prescription d'antibioprophylaxie quand c'est nécessaire. Et puis, toutes les situations où vous suspectez des cas groupés, puisque là, on peut être amené, avec la cellule régionale de Santé publique France, à mener des investigations complémentaires et, si besoin aussi, préconiser, et là, on se met généralement, si c'est nécessaire, en lien avec les infectiologues référents pour identifier éventuellement d'autres mesures de gestion, que ce soit en termes d'information de la communauté des professionnels de santé du secteur, que ce soit éventuellement une indication élargie d'antibioprophylaxie.
Voilà, et donc pour nous faire un signalement, donc vous pouvez nous contacter via le point focal régional. Donc vous voyez ici le numéro de téléphone et l'adresse mail, et je vous ai remis à côté les éléments qu'il faudra nous préciser, sachant qu'il ne faut pas nous donner d'informations directement nominatives. Mais voilà, on est intéressé par voilà, l'année de naissance, le département du domicile, les services et dates d'hospitalisation, le laboratoire qui a effectué le prélèvement, enfin les analyses du prélèvement et bien sûr le motif du signalement. Et très rapidement, alors sur les diapositives suivantes, alors ça a été évoqué en tout début de webinaire par ma collègue de Santé publique France. Il y a une surveillance spécifique pour les cas d'infection invasive communautaire pédiatrique sévère, et donc vous retrouvez sur le site de Santé publique France le lien vers le questionnaire spécifique à télécharger. Et enfin, donc sur la dernière diapositive, pour les biologistes, donc c'est la question qui se pose, c'est quelle souche doit-on envoyer au Centre national de référence des streptocoques? Et donc c'est toutes les souches invasives, pédiatriques ou adultes, et adultes, et les souches également isolées de cas groupés, donc quelle que soit l'origine du prélèvement. Et les modalités d'envoi vous sont rappelées sur le site du CNR, qui, comme on l'a dit aussi, se situe à l'hôpital Cochin. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup. Je vais peut-être passer la parole. Et on a dit qu'on prenait 10 minutes, désolé pour le retard, mais il y avait tellement de choses à dire. Et encore une fois, c'est un sujet important. Peut-être, docteur Rabier, vous, président de la Corélie, l'association française de régulation libérale, donc au quotidien confronté à des appels pour des enfants ou des plus grands avec des symptômes évocateurs ou pas. Vos commentaires, vos remarques, vos questions. On remarque, c'est peut-être deux idées fortes qui ressortent des différentes topos d'aujourd'hui, c'est qu'on a eu quand même tendance à utiliser un INS couramment que l'ibuprofène. Pour avoir été formé ici, quand j'ai fait mon externat, on nous avait dit qu'il fallait, sur des faits de l'enfant, alterner Doliprane et Advil pour les non-commerciaux, donc paracétamol et ibuprofène. Des choses qui sont quand même restées assez couramment utilisées. On le note, nous, dans nos appels en régulation. On a quand même encore des gens qui utilisent soit de prime abord le ibuprofène direct, qui en plus est en accès libre en pharmacie. Donc ça peut aussi soulever un problème de santé publique. On a certains médicaments qui là sont, on va dire, pointés du doigt en accès libre. Le conseil, lesquels? Est-ce qu'on peut conseiller aux patients à ce moment-là si les besoins d'AFM et de Doliprane ne marchent pas? Question peut-être qu'on pourrait avoir, surtout chez les enfants. C'est un de nos principaux appels en régulation. Il a d'AFM, il a des solutions de Doliprane. Voilà, que faire avec ce genre de patients? Principalement des mesures physiques. C'est découvrir l'enfant, bien l'hydrater, et puis essayer de maintenir une température de 19-20 degrés dans les chambres. Ça, c'est ce qu'on recommande. Après, lutter contre la fièvre, c'est important de le faire quand elle est, comme on dit, mal tolérée. Il peut y avoir des enfants avec des fièvres élevées, mais très bien tolérées, des enfants qui continuent de jouer, qui n'ont pas de comportement malade à proprement parler. Donc, je pense que parfois, il faut tolérer aussi. Et puis après, il y a les cas un peu plus particuliers, des convulsions fébriles, où là, lutter contre l'ascension thermique, c'est important. En milieu hospitalier, on pourrait là s'autoriser vers une surveillance rapprochée, l'utilisation des INS, mais comme je dis, c'est dans des contextes très particuliers et en intra-hospitalier. Quels sont les signes qui devraient inciter, par exemple, on va réguler un petit peu, il fut un temps, on a l'appel la nuit, la soirée, parce que voilà, on se rend compte que l'enfant va pas bien, on va donner des conseils, il y aura pas obligatoirement une consultation auprès du médecin traitant ou du médecin. Il prend un peu de médicaments antipyrétiques. Qu'est-ce qui devrait indiquer que il faut aller voir le médecin le lendemain ou autre? Comment est-ce que vous verriez ça? On disait, si en 2-3 jours c'est pas passé, il faut aller voir le docteur. C'est la bonne attitude, ça, ou il faut revoir cet aspect-là? Ça, c'est la bonne attitude. On ne consulte pas l'âge. Tout d'abord, c'est important. Les antécédents, bien entendu. Un patient qui a des comorbidités, on le verra plus rapidement, ça, c'est évident.
Mais un patient de plus de 6 mois, on va dire, qui n'a pas d'antécédents particuliers, pas de terrain d'immunodépression, etc., on peut se laisser 24-48 heures, puisque la fièvre apparaît souvent avant que le foyer se déclare. Une otite, par exemple, peut chauffer le lundi et puis développer l'otite que le mercredi. Ça serait dommage de consulter pour un diagnostic pas encore faisable. Après, les choses à observer chez l'enfant, c'est principalement, et ça, c'est des choses que seuls les parents peuvent connaître, c'est le comportement. Est-ce que l'enfant reste dans l'interaction? Est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il a un pleur habituel? Est-ce qu'il est facilement calmable ou pas? La coloration, bien évidemment, l'apparition de cyanose doit faire consulter. Un teint plus pâle ou gris également. L'état d'hydratation, est-ce que l'enfant continue de mouiller ses couches? Est-ce qu'il y a des larmes quand il pleure? C'est des questions comme ça qui doivent faire orienter l'enfant ou pas vers une consultation. Je voyais un des messages, ça a été répondu. Bien sûr, vous pouvez continuer à poser des questions sur le fil de discussion. Si jamais on peut pas y répondre à tout, on adressera les questions aux différents intervenants pour que on puisse avoir une réponse peut-être et la diffuser à l'ensemble. Je sais pas si le professeur Pierre-Emmanuel Charles de Dijon, qui nous accompagnait aussi dans ce webinaire, vous voulez faire un commentaire sur les formes rencontrées peut-être à Dijon ou ce qu'il a eu lui comme expérience? Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. C'est clair qu'à Dijon, on a eu un peu moins de cas qu'à Besançon. On en a eu 2 en janvier-février là. Je crois qu'il y a eu un décès. J'étais pas forcément très présent, mais il y a eu un décès de quelqu'un de jeune. Toujours les mêmes histoires malheureusement. Moi, je voudrais poser une question parce que j'ai pas la réponse. Ça n'a pas été évoqué. On parle des AINS, mais chez l'adulte, alors ça se fait peut-être moins chez l'enfant que heureusement, mais chez l'adulte, il y a une habitude quand même de prescription de corticoïdes pour les angines, qui est quand même assez répandue, hein. Et de la part d'ORL, hein, d'ailleurs peut-être même plus que de généralistes, qui n'est pas une recommandation du tout. Mais est-ce que on court, j'ai pas la réponse, hein, est-ce qu'on court le même risque qu'avec les AINS, de voir une infection à streptoa devenir invasive sous cet effet anti-inflammatoire des stéroïdes? Je ne sais pas si le docteur Moreau est... Je suis là. Allez-y. Je suis là. Je pense qu'effectivement, c'est pas la même chose. Je pense que le mécanisme d'action fait que c'est moins grave parce que l'efficacité sur le caractère anti-inflammatoire est moins important avec les corticoïdes qu'avec les anti-inflammatoires, avec des doses qui sont toujours plus importantes, alors que les corticoïdes, c'est toujours un peu moins. Et alors, c'est vrai que, clairement, pour avoir un conjoint ORL, que j'arrive maintenant à essayer voilà, lui faire comprendre un peu comment ça fonctionne. En fait, c'est effectivement, dans leur formation, c'est augmentin corticoïde. Et c'est systématique, c'est augmentin corticoïde. Et c'est comme pour couvrir, c'est vraiment le truc on couvre avec l'augmentin une éventuelle infection, si jamais c'est pas une infection. Mais effectivement, en pratique, c'est très très fait, ce qui est dommage. Mais je pense que le mécanisme à proprement parler fait qu'on est moins exposé avec une corticothérapie courte qu'avec des anti-inflammatoires, même quelques prises d'anti-inflammatoires. Peut-être pour poursuivre sur cette question, il y a une question sur la sensibilité du streptocoque. C'est vrai que pneumocoque, on a beaucoup discuté. Est-ce que vous voulez faire un commentaire l'un ou l'autre, soit Pierre-Emmanuel Charles, soit un Moreau, sur streptocoque? Est-ce que l'antibiothérapie présente des risques ou est-ce qu'on a des résistances? Non, le streptocoque A, il est toujours sensible à l'amoxicilline. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper clair, c'est toujours sensible. Donc, on s'expose vraiment pas à grand-chose avec ça. On en parlait, mais on avait finalement, avec Jean-Christophe Navlou, décidé de le retirer de la présentation parce que parfois, on parlait de l'augmentin avec l'acide clavulanique qui serait possiblement un peu effet booster de toxines. Mais en fait, en pratique, dans un érysipèle avec une potentielle porte d'entrée cutanée, de toute façon, c'est l'augmentin qu'il faut mettre. Donc, en fait, c'est pas une information qu'à retenir, je pense, pour la pratique courante. Mais ils sont vraiment sensibles à l'amoxicilline sans aucun problème, les streptocoques. Très bien. Il y avait une question sur la pratique de la bandelette urinaire au décours d'une infection streptococcique. Est-ce qu'elle doit être systématique? Oui. Pour toute infection streptococcique? Oui. Ça coûte rien, pas grand-chose. Et puis
le rendement peut être quand même assez intéressant. Alors, peut-être systématiquement, oui. Je sais pas, c'était pas la question. Il y avait une autre question dans la question, j'avais l'impression. Sur la bandelette urinaire Non. Non, bon après, voilà. Donc, les complications rénales, elles surviennent dans, on va dire, 1 à 2 mois après l'infection, alors que ORL ou cutanée. Donc oui, j'en ai discuté avec mon collègue néphropédiatre qui me dit que oui, ça coûte pas grand-chose et puis c'est quand même un bon rendement. Vous avez rappelé même que non, ou aussi, je crois, sur les infections cutanées, il n'y avait pas la place pour faire un prélèvement local. Il y a une des questions sur l'apport des astos, des anticorps, antistreptolysine O et autres. Est-ce que ça a du sens de s'en aider pour faire un diagnostic, ou c'est d'abord et avant tout un diagnostic clinique? Sur les infections cutanées, vous avez des éléments nous, on les demande pas. C'est plutôt à distance. Moi, ça monte. Sur une glomérulonéphrite, on peut peut-être le faire, mais à titre de diagnostic en aigu, c'est pas comme un antigène pneumocoque qu'on va faire dans les urines. Il y a eu une trace, mais à quel moment il y a eu l'infection, c'est pas forcément celle qui est en cours. Donc, un peu plus pour une atteinte rénale, une insuffisance rénale un peu non étiquetée, ça pourrait avoir un intérêt puisque c'est présent, c'est positif dans 80% des cas des glomérulonéphrite post-streptocoxique. Alors, je verrai cet intérêt-là. D'accord. Et puis là, je crois qu'il y a 2 questions qui sont sur les angines récurrentes. Est-ce que c'est des situations que vous rencontrez? Je ne sais pas si le docteur Moreau est toujours avec nous. Je voulais revenir peut-être sur la déclaration. Docteur Vasseur, c'est pas une situation spécifique à aujourd'hui. Ça, c'est toujours dans 6 mois ou dans 1 an, si on est sorti d'une phase un peu épidémique, malgré tout, l'infection à streptococcique A, l'infection strepto A, elle reste à déclaration et à suivi. Alors, ça ne rentre pas dans le champ des maladies à déclaration obligatoire, et c'est vrai que les instructions de la DGS là ont renforcé le signalement dans le contexte d'augmentation des cas qui étaient observés d'infections invasives. Et donc aujourd'hui, il est demandé de signaler les cas d'infection invasive, mais uniquement lorsqu'il y a une collectivité concernée ou une suspicion de cas groupés, puisque les mesures collectives que j'ai rappelées tout à l'heure, normalement, elles sont à mettre en œuvre par le médecin, par les cliniciens qui prennent en charge le cas. Bien sûr, on est toujours là pour vous aider si besoin, mais donc en tout cas, actuellement, c'est des recommandations contextuelles, effectivement. Et je sais qu'il y a du coup une instruction qui est en cours de révision, justement pour voir si ces recommandations sont amenées à être mises en place dans le temps, ou si à la fin de la saison, à la fin du printemps, là, on lèvera la DGS lèvera peut-être ces recommandations de signalement si la situation s'améliore. Je peux pas vous dire. Actuellement, en tout cas, c'est les cas d'infection invasive avec fréquentation d'une collectivité ou suspicion de cas groupés, alors qu'en décembre, c'était vraiment tous les cas d'infection invasive. Très bien. Il y a une question qui vous concerne peut-être aussi, vous avez vu dans le fil de discussion, je la lis, mais dans un mail de la DGS de décembre, on nous demandait de faire des prélèvements de gorge chez les patients suspects de scarlatine avec TROD négatif. Est-ce toujours d'actualité? C'est une information que vous pouvez préciser? Alors, je suis désolée, là, pour le coup, je ne sais pas si les cliniciens ont plus d'avis sur la question, mais en tout cas, je sais qu'en tout cas, le mail de la DGS de décembre a été remplacé par certaines recommandations ont été levées depuis le début d'année, mais sur ce point-là, je ne saurais pas répondre. Très bien. Désolée. En revanche, je peux répondre. Excusez-moi, sur la sensibilité du streptotest, donc on est une sensibilité de l'ordre de 90% et une spécificité d'environ 95%. Et je vois donc le docteur Moreau a répondu aussi. C'est possible de faire un écouvillon, réponse en 48 heures. Voilà. À ma part. Merci. Bon, voilà, on va peut-être clore là le fil de discussion, même si n'hésitez pas à envoyer vos questions et on les relaiera aux différents intervenants et on verra comment on peut les intégrer
dans le webinaire qui sera disponible, enfin le webinaire, le replay qui sera disponible, on dit dans environ 8 jours, quoi. Voilà, vous pouvez vous reconnecter, vous aurez accès. Puis vos collègues qui n'ont pas pu se connecter pourront aussi bénéficier des différentes informations. Je vais me permettre de conclure en tous les cas en remerciant l'ensemble des participants, de nos orateurs et l'ensemble des participants et des questions. Je crois que c'était un sujet important et qui montre bien en tous les cas une réalité qui concerne. Alors on espère peut-être que on va sortir de cette phase plutôt épidémique, mais on reste vigilant sur d'éventuels cas. Et je crois qu'on est bien armé maintenant pour prendre des bonnes décisions. Merci à tous et bonne fin de journée.